Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 16 octobre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune réserve un accueil officiel au président du Conseil présidentiel libyen Younes El Menfi avant de s'entretenir en tête-à-tête. Au 376e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, le bilan des victimes s'élève à 42 409 martyrs et 99 153 blessés au moment où Jabalia, au nord, est coupé du reste du monde pour le 12e jour consécutif. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza. L'Algérie dénonce le blocus sur Jabalia et le mutisme de la communauté internationale. Le bilan des victimes de l'agression sioniste contre le Liban s'alourdit à 2367 Libanais tombés en martyrs. Depuis le 8 octobre 2023, Beyrouth dépose une nouvelle plainte contre l'entité sioniste auprès du Conseil de sécurité. Et puis catastrophe au Nigeria, un camion-citerne explose dans l'état de Jigawa au nord, provoquant la mort d'au moins 147 personnes. Bonsoir à tous. Je vous disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réservé ce mercredi au siège de la présidence de la République un accueil officiel au président du Conseil présidentiel libyen, Younes El Menfi. Les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue des détachements de différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Younes El Menfi était arrivé ce matin à Alger dans le cadre d'une visite officielle.
Et après cet accueil officiel, le président algérien s'est entretenu en tête-à-tête avec le président du Conseil présidentiel libyen, Younes El Menfi. À l'issue de ce tête-à-tête, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a fait part de son souhait de voir la Libye retrouver la paix et la stabilité. كانت لقاء تاع مشاورات أخوية طرقنا الوضع الحالي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين ليبيا والجزائر. أعتقد أن خلاصة المحادثات تاعنا هو أن اتفقنا على كل شيء، ما فيش ولو سحابة صيف بيننا وبين الأشقاء الليبيين. نتمنى الاستقرار ليبيا ونتمنى إن شاء الله في أقرب وقت، ونظن هذا هو الفكرة كذلك تاع فخامة الرئيس، أن الحل في ليبيا ما يكون إلا بالانتخابات. لما الشعب الليبي ينطق، الشيء اللي ينطق به الشعب الليبي يفرضوا على الناس كل. نتمنى إن شاء الله كل هناء والرخاء والرقي لأشقائنا في ليبيا، ونتمنى إن شاء الله زيارات أخرى، وإحنا على وشك ربما باش نتلاقاو في ليبيا في إطار تشاور ثلاثي عن قريب إن شاء الله. نستنوا فخامة الرئيس يحدد لنا الموعد إن شاء الله. Et pour sa part, le président du Conseil présidentiel libyen, Younes El Menfi, a salué le soutien permanent du président algérien Abdelmadjid Tebboune à une solution politique en Libye. Nous sommes reconnaissants au rôle important de son Excellence le Président par le passé dans le soutien de l'unité libyenne, l'affirmation et l'appui de l'intégrité territoriale de la Libye. Et ceci est un point très important sur le fait que l'opération politique en Libye prime et qu'il y ait des élections parlementaires et présidentielles et que toute autre solution n'apportera pas de résultats escomptés. Et ce mercredi également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu au siège de la présidence de la République le président de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, Bénédicte Orama, en présence notamment du directeur de cabinet de la présidence de la République, du ministre des Finances et du directeur de la Banque d'Algérie. Bénédicte Orama s'est ensuite exprimé au sortir de cette audience. Nous avons eu des discussions fructueuses avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Nous remercions l'Algérie, son président et son peuple pour cet accueil chaleureux depuis notre arrivée et le début de l'événement Canex Week-end à Alger. Nous avons félicité l'Algérie pour sa décision d'abriter le Salon africain du commerce interrégional qui aura lieu en septembre de l'année prochaine ici en Algérie. Il est fort probable que ce salon accueillera plus de 30 000 visiteurs et nous prévoyons également des millions de dollars de transactions commerciales et d'investissements. Nous avons discuté et convenu de travailler ensemble avec le gouvernement algérien pour élargir les opérations commerciales en Afrique, mais aussi pour soutenir les investissements destinés au continent comme le commerce du lait entre l'Ouganda et l'Algérie. Nous nous sommes également mis d'accord pour collaborer avec l'Algérie afin de mieux maîtriser les enjeux en Afrique et soutenir divers projets dans différents pays africains. Je perçois un avenir radieux entre l'Afrique, le peuple et le gouvernement algérien. Nous remercions infiniment l'Algérie pour le soutien qu'elle nous accorde. Et toujours en Algérie, la présidente indienne Droupadi Murmu a achevé ce mercredi une visite d'État de 4 jours en Algérie marquée par une volonté commune de renforcer davantage la coopération bilatérale et les échanges entre les deux pays. Au cours de cette visite, la présidente indienne a eu des entretiens en tête-à-tête avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, lesquels ont été élargis aux membres des délégations des deux pays avant d'animer un point de presse conjoint.
Allez, restez avec nous pour la suite de ce 19h à suivre la situation dans la bande de Gaza. Voilà maintenant 376 jours que l'entité sioniste mène un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, les forces de l'occupation sionistes ont commis au moins 6 massacres, faisant 65 martyrs et 140 blessés. Depuis le 7 octobre, 42 409 Palestiniens sont tombés en martyrs et 99 153 ont été blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et alors qu'est célébrée ce mercredi la journée mondiale de la nutrition, l'entité sioniste fait usage de la famine comme arme de guerre. Aucune aide alimentaire n'est entrée dans le nord de Gaza depuis début octobre. Les systèmes alimentaires s'effondrent et le risque de famine est devenu réel, notamment à Jabalia, soumise à un blocus total depuis maintenant 12 jours. Iman Merad. En ce 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation, les Palestiniens de la bande de Gaza, qui ont enduré une année de génocide, sont toujours confrontés à un manque cruel de nourriture et sont contraints de faire face à la faim au quotidien. Pour la 12e journée consécutive, l'armée sioniste poursuit ce mercredi son agression terrestre sur le camp de Jabalia dans le nord de Gaza sur fond d'un strict blocus empêchant l'arrivée de l'eau, du carburant, mais surtout l'accès à la nourriture. Lors d'une conférence de presse à Berlin, le commissaire général de l'UNRWA a déclaré que famine et malnutrition risqueraient de se produire à Gaza quelques semaines avant l'arrivée de l'hiver. Il y a donc un risque réel aujourd'hui qu'à l'approche de l'hiver, le système immunitaire de la population soit très affaibli et que nous nous retrouvions dans une situation où la famine ou la malnutrition aiguë sont malheureusement à nouveau probables. La situation humanitaire à Gaza est désastreuse et suscite l'inquiétude du monde entier. Le blocus imposé à Gaza fait des ravages. Les déplacés n'arrivent pas à manger à leur faim. Mourir semble être leur seul destin. L'histoire des passages frontaliers, la fermeture des passages frontaliers nous a beaucoup affectés. Il n'y a aucun moyen d'obtenir de l'aide. La nourriture nous arrive en quantité limitée. Comme vous pouvez le voir, 10 pots ne suffisent pas. Beaucoup de personnes déplacées. Je veux dire, cet homme est venu chercher de la nourriture pour ses enfants. Il n'a pas pu en trouver. Aujourd'hui, la malnutrition à Gaza augmente fortement parmi les jeunes enfants et les mères allaitantes, les nourrissants étant les victimes les plus vulnérables de la crise alimentaire actuelle. La semaine dernière, j'ai mené une enquête auprès de 600 enfants et de leurs mères. Malheureusement, j'ai découvert que 20% des enfants souffraient de malnutrition légère, 10% souffraient de malnutrition sévère et 16% souffraient de malnutrition modérée. Ce n'est pas seulement une question de chiffres. Nous parlons ici d'un désastre infantile. Nous parlons d'enfants qui ne trouvent pas de nourriture tous les jours, qui se couchent affamés et en pleurs. Cette insécurité alimentaire a déjà été annoncée par des données publiées le 25 juin dernier par l'Initiative mondiale du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Dans le contexte actuel du génocide, près d'1 demi-million de personnes risquent la famine. Ce chiffre effrayant signifie qu'un Gazaoui sur 5 sera confronté à la faim extrême et plus de 20% de la population passera des jours entiers sans manger. Mais malgré les difficultés croissantes, la population gazaoui improvise au quotidien, comptant sur sa propre résilience. Les Gazaouis essayent de se procurer de la nourriture, de travailler et de survivre, aspirant à la fin du génocide pour mener enfin une vie décente. À l'appel de l'Algérie, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion d'urgence ce mercredi consacrée à la situation dans la bande de Gaza, une session lors de laquelle le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a dénoncé l'instrumentalisation de la famine par l'entité sioniste comme arme de guerre. Je passe la parole au représentant de la... Alors que la communauté internationale commémore aujourd'hui la journée internationale de l'alimentation, les Palestiniens à Gaza
ne parviennent pas à trouver des aliments de base. Leur quotidien est marqué par les souffrances et les privations, et leur avenir est incertain. Le fait d'affamer les civils en tant que moyen de guerre est explicitement interdit au titre du droit international humanitaire. Et cette interdiction concerne également le fait de priver les civils des fournitures nécessaires à leur survie et au fait d'entraver l'aide humanitaire. Ammar Benjama est également revenu lors de cette session sur l'incendie tragique provoqué par les forces de l'entité sioniste dans le camp de réfugiés de Deir el-Balah ces derniers jours, fustigeant le mutisme international. Le mépris de la puissance occupante des vies palestiniennes ne s'arrête pas là. Ils ont intensifié leur tactique en ajoutant un nouveau degré de cruauté à leurs actes. La nuit du 13 octobre, ils ont frappé des tentes, à proximité de l'hôpital d'Al-Aqsa. Quels sont les résultats? Au moins 4 personnes ont brûlé vifs et sont mortes. Brûlées vives, vous avez bien entendu. Voici la démonstration perverse de l'occupant, du caractère sacré octroyé à la vie humaine. Madame la Présidente, il est clair que les autorités israéliennes n'écoutent personne. Pas la Cour internationale de justice, pas l'Assemblée générale, pas même le Conseil de sécurité et pas même leur plus proche allié. Mais le Conseil de sécurité a l'autorité et dispose des outils pour garantir l'application de ces décisions. Il est grand temps d'agir de manière décisive. Et retour à Jabalia, en plus d'être coupée du monde, cette ville continue de subir les bombardements des forces de l'occupation sioniste. Ce mercredi, 13 Palestiniens sont tombés en martyrs suite à une frappe ayant touché un bâtiment de la ville de Gaza, abritant une famille déplacée qui fuyait le siège en cours à Jabalia. Nous sommes des déplacés du camp de Jabalia. Nous sommes ici en sécurité dans le quartier d'Al-Nasr. Nous sommes venus ici pour dormir en sécurité. À 2 heures du matin, une frappe a eu lieu et les débris sont tombés sur nous. Nous avons récité la Shahada. Nous avons continué à retirer les débris. J'ai vu mon frère. Voici son sang. Il était couvert de débris. Il n'était pas visible. Il a commencé à crier. Mon cœur était en morceaux. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré en creusant pour lui. La défense civile est arrivée 30 minutes après la frappe. Nous avons continué à creuser pour mon frère jusqu'à ce que nous le sortions au bout de 2 heures. Je jure devant Dieu que nous nous sommes réveillés dans la nuit et que nous avons trouvé tout cela comme cela. Nous avons trouvé beaucoup de martyrs. Les bâtiments se sont effondrés sur eux. C'est ce qui s'est passé comme vous pouvez le voir. Nous disons Allah nous suffit. Il est le meilleur dispensateur des affaires. Nous ne pouvons pas dire plus que cela. Par ailleurs, au moins 5 citoyens palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs ont été blessés ce mercredi dans un bombardement des forces de l'occupation sioniste sur le quartier d'Al-Nasr à l'ouest de la ville de Gaza. Et des pays arabes participant aux travaux de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève ont boycotté l'allocution du représentant de l'entité sioniste en réponse à l'appel lancé par l'Algérie. Les pays arabes ont donc quitté de manière quasi collective la salle qui abritait les travaux lorsque le représentant de l'entité sioniste a pris la parole afin de montrer à quel point cette entité criminelle est isolée au sein de la communauté internationale. La délégation algérienne a quitté donc la salle dès que le représentant de l'entité sioniste a pris la parole en réponse à l'appel lancé aux pays arabes participant à ces travaux par la voix de Brahim Bourali qui avait présidé précédemment le congrès extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe en qualité de président de cette union.
Par ailleurs, et selon le ministre d'État chargé du développement du ministère britannique des Affaires étrangères, Annelies Dodds, la situation humanitaire dans la bande de Gaza, ravagée par plus d'un an d'agression génocidaire sioniste, a atteint un niveau insupportable. La ministre répondait aux questions des députés du Parlement britannique concernant l'évolution de la situation au Moyen-Orient. La Grande-Bretagne et la France ont convoqué une réunion urgente au Conseil de sécurité des Nations Unies pour discuter justement de la situation humanitaire à Gaza. La Grande-Bretagne envisage même des sanctions à l'encontre de 2 ministres de l'entité sioniste. Le ministre israélien des Finances Smotrich a déclaré que le fait d'affamer 2 millions de personnes à Gaza pourrait être justifié et moral. Le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir a qualifié de héros les colons qui ont tué un jeune de 19 ans en Cisjordanie. Après ma visite en Israël et en Palestine en février dernier, ayant constaté les dégâts causés par ces ministres extrémistes du gouvernement Netanyahou, j'ai demandé au dernier gouvernement de les sanctionner. Le dernier gouvernement a refusé. Mais nous apprenons maintenant que l'ancien ministre des Affaires étrangères envisageait de le faire. Le Premier ministre va-t-il donc sanctionner les ministres Ben Gvir et Smotrich? We are looking at that because they're obviously abhorrent comments, as he rightly says, along with other. Nous examinons cela car il s'agit évidemment de commentaires odieux, comme il le dit à juste titre, ainsi que d'autres activités vraiment préoccupantes en Cisjordanie, mais aussi dans toute la région. La situation humanitaire à Gaza est désastreuse. Israël doit prendre toutes les mesures possibles pour éviter les pertes civiles, pour permettre à l'aide d'entrer à Gaza au plus grand nombre et pour fournir aux Nations Unies et aux partenaires humanitaires la capacité d'opérer efficacement. And provide the UN and humanitarian partners the ability to operate effectively. Mr. Speaker, along with France, the UK will convene an urgent meeting of the UN Security Council to address them. Allez, restez avec nous tout de suite, notre dossier consacré aux derniers développements au Liban. L'aviation de l'entité sioniste continue de pilonner le Liban. Ce matin, au moins 2 frappes ont touché le quartier de Harat Haraik, dans le sud de la capitale Beyrouth, quelques minutes après que les forces sionistes ont émis un ordre d'évacuation de ce secteur. Par ailleurs, 5 Libanais sont tombés en martyrs ce mercredi dans des frappes des forces de l'entité sioniste contre la mairie de Nabatéa, ville importante du sud du Liban. Le gouverneur de Nabatéa a affirmé que le maire de cette ville, Ahmed Kahil, figurait parmi les victimes. Et des secouristes travaillaient au milieu des décombres dans le village de Krana, dans le sud du Liban, au lendemain d'une frappe des forces sionistes déblayant les décombres. Plus de 15 bâtiments ont été complètement détruits et 30 personnes ont été transportées à l'hôpital dans ce village.
Et il faut savoir que plus de 2367 Libanais sont tombés en martyrs et 11 088 ont été blessés, en majorité des enfants et des femmes, lors de l'agression sioniste en cours contre le Liban depuis le 8 octobre 2023, selon le ministère libanais de la Santé. Et je vous le disais en titre, le ministère libanais des Affaires étrangères a déposé ce mercredi une nouvelle plainte contre l'entité sioniste auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, lui demandant de condamner l'agression continue contre le Liban. Le ministère des Affaires étrangères a expliqué que la nouvelle plainte intervenait dans le contexte des récentes attaques des forces sionistes menées contre le Liban du 3 au 14 octobre. Et au milieu des attaques sionistes incessantes contre le Liban, le jeune dentiste Ali Jaradi a transformé sa clinique en cuisine pour soutenir et nourrir les personnes déplacées par les bombardements sionistes. Asma Laïd. Basé dans la ville de Saïda au Liban, Ali Jaradi distribue des repas aux personnes contraintes de fuir leur domicile. En tant que dentiste et spécialiste en esthétique dentaire, il a d'abord envisagé d'apporter une aide financière aux personnes touchées par la crise. Cependant, il a rapidement opté pour transformer sa clinique en cuisine pour soutenir les personnes déplacées par les bombardements sionistes. Lorsque la crise a commencé et s'est aggravée, laissant un grand nombre de personnes dans le besoin, notre travail s'est immédiatement arrêté. Je suis resté à la maison le premier jour et le deuxième, mais rester assis sans rien à faire n'est pas quelque chose à quoi je suis habitué. J'avais l'impression que je ne pouvais pas contribuer ou faire quoi que ce soit de significatif. Au début, je me suis dit pourquoi ne pas donner de l'argent pour aider, mais ensuite j'ai reconsidéré ma décision en me disant je ne sais pas où cet argent irait ni comment il serait utilisé. J'ai donc décidé de transformer notre clinique, puisque nous avons suffisamment d'espace, en une cuisine où nous pourrions cuisiner et aider les familles dans le besoin. Jaradi a déclaré que lui et les personnes qui l'accompagnent dans cette œuvre humanitaire ont commencé par préparer des sandwichs pour les personnes déplacées, mais avec la détérioration de la situation, ils ont intensifié leurs efforts pour fournir des repas à plus de 300 personnes. J'ai commencé à cuisiner dans la clinique le premier jour, puis j'ai continué les deuxième et troisième jours. Nous avons commencé avec 200 repas par jour, puis 220, augmentant progressivement. Nous avons élargi nos efforts, ajouté des casseroles plus grandes et avons rapidement atteint 300 repas. Pour répondre à la demande croissante, Jaradi a lancé une campagne de dons à l'échelle nationale et internationale baptisée Charity Kitchen. Heureusement, la réponse a été excellente car beaucoup voulaient aider mais ne savaient pas comment. Nous avons reçu des dons comme de la viande et d'autres produits alimentaires ainsi que des contributions monétaires du Liban et de l'étranger. Préparation de repas, dons divers, la solidarité s'est mise en branle au Liban. Pour rappel, depuis que les forces d'occupation sionistes ont intensifié leurs attaques contre le Liban, environ 1,2 million de personnes ont été déplacées à travers le pays. Et suite aux récentes agressions contre la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a affirmé le soutien de Madrid à la FINUL à l'issue d'une rencontre par vidéoconférence avec 15 autres ministres de la Défense de l'Union européenne pour discuter de la mission de l'ONU au Liban. Nous sommes réunis pour souligner toute l'inquiétude que nous inspire actuellement la situation de la FINUL au Liban. Nous avons été très clairs en disant que la mission de la FINUL est essentielle et fondamentale pour qu'elle continue à respecter la résolution des Nations Unies, que personne d'autre que les Nations Unies elles-mêmes ne peut prendre de décision sur cette mission et que par conséquent, nous resterons unis au Liban pour défendre les valeurs de cette résolution.
Dans l'actualité également, cette visite du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en Jordanie. Le ministre iranien a notamment rencontré à Amman son homologue jordanien Ayman Safadi, et ce, dans le cadre d'une tournée régionale. Et ce 19h se poursuit à suivre l'actualité en Afrique. Et l'actualité en Afrique marquée par ce drame au Nigeria où un camion-citerne s'est renversé hier soir dans l'état de Jigawa au nord après que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule qui a explosé. La déflagration a fait au moins 147 morts et une cinquantaine de blessés selon la police et les services d'urgence de l'État. Parlons énergie en Afrique avec la tombée de rideau ce mercredi à Oran dans l'ouest de l'Algérie sur le NAPEC, forum international dédié au secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie en Afrique. Durant ces 2 jours, de nombreux accords ont été conclus. Le fondateur et directeur général du NAPEC parle d'un franc succès. C'est le plus grand événement à l'échelle africaine et méditerranéenne. Cette année, c'est une édition exceptionnelle, très réussie, qui a réussi à regrouper plusieurs événements à l'intérieur du NAPEC. Je remercie le gouvernement algérien pour sa confiance et d'avoir placé ces événements de signature concrète, historique, au cœur du NAPEC. On a reçu 520 entreprises venant de 54 pays. Aussi, nous avons reçu 15 730 visiteurs de haute qualité. Le NAPEC grandit chaque année grâce au potentiel et à l'opportunité qu'offre l'Algérie aujourd'hui. C'est un pays où il y a du potentiel, il y a de la ressource et aussi la nouvelle loi des hydrocarbures a boosté le business dans le secteur de l'énergie. Donc ça a regroupé tous les géants mondiaux pour se retrouver ici au NAPEC à Oran. L'actualité africaine, c'est aussi le président tunisien Kais Saied qui a approuvé un accord de prêt de 500 millions de dollars avec la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, pour soutenir l'économie nationale. Selon le budget 2024, la Tunisie aurait besoin de 16,4 milliards de dinars, soit environ 5,5 milliards de dollars en prêts extérieurs. Au Niger, l'avenue de Charles de Gaulle est devenue l'avenue Djibo Bakary. Un monument est totalement refait avec une plaque à l'effigie de Thomas Sankara. Les autorités du Niger ont débaptisé hier plusieurs endroits historiques de la capitale Niamey, portant jusqu'ici des noms évoquant la France, ancienne puissance coloniale, à laquelle ils ont tourné le dos. La plupart des avenues, boulevards, lieux de mémoire, rues, sites et places de nos villes en général et de la capitale en particulier portaient des noms qui ne représentaient pas des repères dans l'imaginaire du collectif de nos concitoyens. Aujourd'hui, cette avenue qui portait jadis le nom du général Charles de Gaulle est désormais baptisée avenue Djibo Bakary. Le Sénat kényan a commencé ce mercredi à débattre de la procédure
de destitution visant le vice-président Rigathi Gachagua après le rejet par la justice d'un recours de sa part pour stopper le processus. L'Assemblée nationale a approuvé à une écrasante majorité la semaine dernière une motion de destitution contre Gachagua en conflit avec le président William Ruto, accusé notamment d'insubordination et de détournement de fonds. « 10 millions d'enfants sont privés d'école par des inondations massives en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, selon l'organisation d'aide aux enfants Save the Children, appelant les donateurs à soutenir l'assistance aux populations touchées. Asma Laïd. Environ 10 millions d'enfants dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ne sont actuellement pas scolarisés en raison d'inondations régionales massives qui ont endommagé et détruit des infrastructures selon l'ONG Save the Children. Selon l'ONG, les pluies torrentielles sans précédent qui se sont abattues sur le Nigeria, le Mali, le Niger et la République démocratique du Congo ont aggravé la crise de l'éducation avec des dégâts ou la destruction d'écoles et l'occupation des bâtiments scolaires par des familles déplacées. Citant les données des Nations Unies, l'ONG indique que les 10 millions d'enfants actuellement bloqués chez eux ou déplacés en raison des inondations s'ajoutent aux quelques 36 millions d'enfants, dont plus de 20 millions au Nigeria, qui ne sont déjà pas scolarisés dans les 4 pays en raison des conflits et de la pauvreté. D'après la source, avant les inondations, 14 000 écoles en Afrique centrale et occidentale étaient déjà fermées en raison d'attaques et de menaces contre l'éducation. Cette situation catastrophique rend encore plus minimes les chances déjà fragiles d'accès à l'éducation de milliers d'enfants. Save the Children appelle les donateurs à soutenir l'intensification de la réponse aux conséquences dévastatrices des catastrophes naturelles sur les populations touchées, en particulier les enfants. Inviter Kiev à rejoindre l'OTAN, c'est l'appel renouvelé du président ukrainien Volodymyr Zelensky à ses alliés occidentaux dans le cadre de son plan dit de victoire face à la Russie, devront être présentés demain lors d'un sommet de l'Union européenne. Tininen Makassi. C'est un président aux traits tirés et aux gesticulations dramatiques auxquelles ont eu droit les parlementaires ukrainiens ce mercredi, afin de présenter ce qu'il qualifie du plan de la victoire, un plan en 5 points qu'il devra notamment présenter à un sommet de l'Union européenne ce jeudi. Le 5e point du plan de victoire est la sécurité. Les points sont échelonnés dans le temps. Les 4 premiers concernent la durée de la guerre pour y mettre fin. Le 5e point concerne la période après la guerre pour garantir la sécurité. Le premier point est une invitation à rejoindre l'OTAN dès maintenant. Le temps grave qu'a adopté le président ukrainien pour exhorter ses partenaires occidentaux à presser l'adhésion de son pays à l'OTAN reflète l'isolement de Zelensky face aux préoccupations des Occidentaux qui voient leur influence au Moyen-Orient s'amoindrir. En effet, Zelensky ne ménage aucun effort pour amener l'Ukraine au cœur des préoccupations occidentales, affirmant notamment que la victoire de l'Ukraine serait celle de l'Occident. Pour chacun des sous-éléments de la clause de défense du plan de victoire, l'Ukraine fournit à ses partenaires une justification claire de ses objectifs, de la manière dont elle les atteint et de la mesure dans laquelle cela réduira la capacité de la Russie à poursuivre la guerre. Cela dit, l'OTAN n'a pas tardé à réagir aux déclarations de Zelensky. En effet, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a fait savoir que le plan de la victoire sera à l'agenda des discussions à la prochaine réunion ministérielle de l'OTAN. Mais rien n'est sûr que l'OTAN soit en mesure d'ouvrir un front de confrontation directe avec la Russie. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que Zelensky appelle à la solidarité tant promise par l'Occident, restée lettre morte, hormis les livraisons d'armes massives et les milliards de dollars.
Et pendant ce temps, le ministère russe de la Défense diffusait des images du village de Nevsky, situé dans la région de Lougansk, près de la frontière avec la région de Donetsk. Le petit village est presque entièrement détruit. Le ministère russe de la Défense a affirmé dans un communiqué avoir conquis Nevsky, ainsi que le village de Krasny, ou plutôt Krasny Yar, situé à une douzaine de kilomètres de Pokrovsk, nœud stratégique pour les forces ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense qui a aussi diffusé des images montrant, selon Moscou, l'entraînement d'unités de volontaires avec diverses armes dans la région frontalière de Belgorod, ainsi que des hommes en uniforme militaire sous contrat au sein de l'unité de volontaires Bras Belgorod, dédiée à la protection de cette région. Allez, direction à présent la France, où le budget 2025 fait débat, exercice rituel devenu bataille rangée. En l'absence de majorité, l'examen du très politique budget de l'État a démarré ce mercredi en commission à l'Assemblée sur fond de discordance dans le camp gouvernemental et de défiance sur les raisons du déficit. Pour le président du Rassemblement national, c'est un budget qui fait les poches de la France du travail. Déjà, c'est un budget qui ne correspond pas aux engagements qu'avait pris le Premier ministre lui-même devant les Français, à savoir ne pas créer d'impôts pour une majorité de Français, en particulier les classes moyennes et populaires, mais aussi pour la plupart des entrepreneurs. Malheureusement, il crée des impôts, il saupoudre l'effort fiscal sur l'ensemble de la société et il ne répond donc pas à ses propres promesses. Un peu moins d'un an après la signature d'un accord controversé entre Rome et Tirana, les premiers migrants arrêtés dans les eaux italiennes sont arrivés en Albanie. Des hommes originaires d'Égypte et du Bangladesh ont quitté le navire Libra de la marine italienne, ancré dans le port de Shëngjin, au nord de l'Albanie, pour entrer dans un premier centre créé par les Italiens en Albanie pour être enregistrés. Aux États-Unis à présent et en prévision de l'élection présidentielle du 5 novembre, le mano à mano Donald Trump, Kamala Harris bat son plein. Une campagne électorale caractérisée par les attaques personnelles et une polarisation du débat. Safouane Ben Sabri. Donald Trump, Kamala Harris, un duel pour la Maison-Blanche polarisé et polarisant qui déteint sur la société américaine des attaques personnelles, des invectives. C'est une des campagnes présidentielles les plus clivantes qu'a connue l'histoire des États-Unis. Je crois fermement qu'un second mandat de Trump serait un risque énorme pour l'Amérique et dangereux. Donald Trump est de plus en plus instable et déséquilibré. La candidate du camp démocrate qui célébrera ses 60 ans ce dimanche a plusieurs fois accusé son adversaire dans la course au bureau ovale d'être instable mentalement. Un argument longtemps utilisé par Donald Trump contre son ex-adversaire Joe Biden. L'équipe de Kamala Harris agite désormais les récits parfois très confus de Donald Trump durant ses meetings de campagne comme étant des illustrations d'un possible déclin cognitif du candidat républicain. Il faut dire que le milliardaire donne du grain à moudre à ses adversaires. Lors de son dernier meeting en Pennsylvanie, Donald Trump a passé une demi-heure à danser sur sa playlist préférée. À son tour de s'attaquer à son adversaire, lui recommandant de se faire examiner. L'invasion de migrants de Kamala, et c'est bien de cela qu'il s'agit, dévaste également notre grande communauté afro-américaine, vole des emplois américains, écrase les salaires, réduit le pouvoir de vote de nos citoyens et introduit la drogue, le crime et la mort dans notre pays. Tout afro-américain ou hispanique, et vous savez à quel point je me débrouille bien, qui vote pour Kamala doit se faire examiner la tête. Chaque semaine, la campagne présidentielle américaine est caractérisée par des passes d'armes entre les candidats, à l'image de deux Amériques qui ne s'entendent plus.
En Colombie, le gouvernement a annoncé avoir octroyé aux peuples indigènes du pays le statut d'autorité environnementale sur leurs terres à quelques jours du début de la COP 16 à Cali, dédiée à la biodiversité. Et le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a souligné l'importance de la sécurité collective devant les délégués réunis pour le deuxième jour du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui se tient à Islamabad. Flagship projects like the Belt and Road. Ancré dans l'esprit de Shanghai, votre présence ici aujourd'hui souligne notre engagement commun à répondre aux aspirations de nos peuples, à assurer la sécurité collective et à renforcer la coopération mutuellement bénéfique pour le développement durable et la prospérité de la région de l'OCS. L'Algérie abrite pour la première fois à partir de ce mercredi les journées du Canex 2024 dans le but de faire connaître les industries créatives et culturelles algériennes et africaines, encourager les talents africains dans divers domaines de créativité, promouvoir le débat artistique ou encore offrir davantage d'opportunités, de partenariats à l'occasion aussi de soutenir les causes justes, notamment la Palestine et le Sahara occidental. C'est la deuxième fois, voire la deuxième occasion pour rencontrer nos homologues africains. Cela met en évidence l'importance des échanges culturels, le rôle de la culture dans le plaidoyer des droits de l'homme, le rôle de la culture dans le développement des peuples et aussi son rôle dans la création de ponts fraternels et de paix, en particulier pour les peuples africains qui ont souffert du joug colonial et qui connaissent ce que le mot déculturation signifie. Notre présence ici est vraiment importante parce que nous estimons que les industries créatives, les questions d'art, d'artisanat, le cinéma, la musique, la cuisine, ce sont des secteurs vraiment importants pour le développement du continent africain. Venant d'un pays où ces questions sont mises en valeur, nous souhaitons que Alger soit l'occasion pour l'ensemble des participants et des pays africains pour valoriser ce secteur qui apporte beaucoup en termes de création d'emplois, ça génère beaucoup de revenus et c'est l'occasion pour nous ici de réfléchir, d'avoir des stratégies pour que ce secteur puisse apporter beaucoup plus que maintenant là, au développement économique du continent africain. En France, une espèce animale a pris un peu trop ses aises, originaire d'Afrique subsaharienne. L'ouette d'Égypte s'installe à l'est de la France, où elle n'hésite pas à déloger canards et cigognes, menaçant la biodiversité locale. Et en parlant de faune, en Norvège, 4 bébés guépards sont nés tard dans la nuit d'hier au zoo de Dyreparken dans le sud du pays. D'autres naissances sont prévues. Stå jo ikke være lidt stille, og må vi få prøve. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.